Lundi 2 mars 2020, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Une nouvelle semaine en Guinée, nouveau rebondissement dans la crise que connaît le pays autour de ce processus électoral à double scrutin, législative couplée avec le référendum constitutionnel, contesté par l'opposition politique et une partie de la société civile bien sûr. Évidemment, ce qui est au cœur de ce rebondissement, c'est la sortie subite et inattendue du président de la République à 24 heures de ce scrutin qui était censé avoir lieu hier dimanche, pour justement observer l'arrêt de ce processus, arguant justement le fait que la CEDEAO et l'Union africaine ont fait des injonctions et se sont retirés de ce processus, et c'est pour répondre à leur on va dire leur demande que le président a demandé de reporter ce processus donc à 2 semaines. Dans la forme juridique, est-ce que c'était à lui de demander l'arrêt du processus? La question on la posera, mais aussi ce qui fait l'objet du retrait justement de l'OIF et de l'inquiétude des autres entités, notamment continentales, c'est-à-dire les 2 millions d'électeurs à problème. Que dire de ces 2 millions de personnes à problème dans le fichier électoral? C'est pour cela que nous donnons la parole aujourd'hui à M. Mamadi Troa Kaba, qui est un habitué de cette émission. Il est juriste, consultant en médias et chef département droit à l'université libre de Guinée, qui nous reçoit ici donc dans les locaux de l'université. Monsieur Kaba, merci de nous recevoir ici. Merci, c'est un devoir. Merci une fois encore de la disponibilité. Et je rappelle entre-temps que vous êtes aussi, ou que vous avez été, le président du comité d'audit du fichier électoral. C'est important de le préciser. Nous parlerons de ce fichier, nous parlerons de ce qui a fait que l'OIF s'est retiré, ces 2 millions et quelques de personnes à problème. Est-ce que cela était au cœur de vos activités d'audit du fichier? En tant qu'ancien président donc du comité d'audit du fichier, nous parlerons de cela essentiellement. Mais avant ça, commençons par la sortie du président lui-même. Le président qui, à la veille ou l'avant-veille justement du scrutin d'hier dimanche, initialement prévu pour hier, donc a demandé qu'on arrête le processus, qu'on reporte à 2 semaines. Avant de parler des arguments pour lesquels il a arrêté, mais d'abord dans la forme, juridiquement parlant, en tant qu'homme de droit, est-ce qu'il revenait au président de demander à ce qu'on arrête le processus à ce stade-là? En effet, il faut dire que l'adresse à la nation, parce que la forme utilisée par le président de la République a été une adresse à la nation. Effectivement. Pour reporter la date du scrutin qui était donc le 1er mars. Il faut donc dire que sur le plan juridique, cette adresse à la nation ne peut nullement servir de fondement pour reporter une date de scrutin qui a été suite à un décret du président de la République. Donc juridiquement, il n'y a vraiment pas de polémique, il n'y a aucune suspicion ou aucun doute ne peut être posé sur la question, sur le plan juridique, que l'adresse à la nation ne peut nullement servir de base pour reporter, de base légale bien entendu, pour rapporter un décret qui a appelé les électeurs au scrutin. Ça donc sur cette question-là, je pense qu'il n'y a pas matière à débattre. Parce que cette adresse à la nation n'est pas cet acte juridique qui peut être l'équivalent du décret qui a institué ou qui a invité les électeurs à se présenter ce jour-là dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques et leurs droits civiques. Donc si l'adresse à la nation était institutionnelle, parce que le président devait tout simplement s'adresser au peuple, pour respecter la forme juridique, il aurait dû faire suivre cette adresse par un décret, c'est cela? Absolument. C'est donc toute la question qui est posée. Parce que si l'adresse à la nation ne peut pas servir de fondement juridique pour rapporter le décret, par contre, il y a cette autre question qui se pose. Est-ce qu'un décret, dans la forme qui a été revendiqué par beaucoup de juristes, pouvait aussi être légal pour rapporter un décret? Je veux donc dire qu'un décret pris ce jour-là, le vendredi, pour rapporter cet autre qui avait appelé les électeurs au scrutin, serait lui aussi illégal. Ah bon? L'illégalité de ce décret serait d'ailleurs manifeste
Au point que, et bien entendu, on s'est retrouvé devant une situation, devant deux situations où toutes les deux sont illégales. Pourquoi je parle d'illégalité par rapport au décret? Parce qu'un tel décret doit se reposer sur une proposition faite par la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, nous avons une institution constitutionnelle qui est chargée d'organiser toutes les élections politiques et référendums, qui est donc la CENI, et c'est cette institution-là qui doit proposer les dates. Et je vous donne cet exemple-là pour l'illustrer. Pour le report de la date du 16 février au 1er mars, il a fallu que la Commission électorale nationale indépendante CENI saisisse la Cour constitutionnelle pour que cette institution prenne un arrêt, et c'est sur la base de cet arrêt que le président a pu rapporter non seulement le décret qui avait convoqué les électeurs pour le 16 février, mais aussi a fixé une nouvelle date qui était le 1er février. Et donc, c'est pour dire que la base juridique du décret de report de la date du 16 février a été l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, en conséquence, la CENI n'est pas obligée de respecter cette adresse à la nation du chef de l'État? Non, non. C'est ce que ça veut dire? La question, elle mérite d'être bien posée. Je veux dire que si l'adresse à la nation ne peut pas être un fondement juridique pour rapporter un décret, mais par contre, un décret pris par le... Vous savez, il y a un débat de juristes qui se pose sur la question. Pour beaucoup, le parallélisme des formes devrait servir au président de prendre un autre décret pour rapporter celui qu'il avait pris pour la date pour fixer le coup de place le 1er février, le 1er mars. Je dis que ce parallélisme des formes n'est pas le seul problème qui devrait être respecté. Il y a que un tel décret doit avoir un fondement juridique. Et ce fondement juridique, naturellement, c'est bien la demande de la CENI qui est adressée à la Cour constitutionnelle, qui elle aussi prend un arrêt, et c'est cet arrêt-là qui peut servir de fondement pour le président de prendre un décret. Si cette procédure ou ce processus n'est pas respecté, tout décret pris par le président serait dans une illégalité manifeste. Et donc, en pareille situation, et d'ailleurs ça a été le cas, le président était entre deux situations illégales. Il prend un décret tout de suite qui va être attaqué pour illégalité et une illégalité manifeste, parce que l'initiative n'est pas de lui. C'est pas lui qui propose la date du scrutin. Et je soulève un autre point qui peut laisser à réfléchir. C'est que quand vous lisez notre code électoral, il n'y a aucune disposition qui prévoit la situation de report. Si on parle de l'annulation du scrutin, mais on n'évoque nullement la question de report d'une date qui est déjà fixée pour le scrutin. Donc nous sommes dans des schémas de jurisprudence. Nous sommes dans une situation de fait. Et c'est toute la nécessité que notre code électoral doit connaître une révision pour au moins que ces situations de fait-là soient prises en compte pour éviter une gestion de fait. C'est-à-dire que la gestion soit basée sur la règle des droits, c'est-à-dire tous les actes qui doivent être posés le soient conformément à la loi. Et c'est pourquoi, vu que la situation elle est de fait, la CENI elle-même était obligée d'adresser à la Cour constitutionnelle une requête pour que la Cour constate la situation et qu'elle, à travers un arrêt, autorise le report et valide la fixation d'une nouvelle date. Ce qui a permis donc au président, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, non seulement d'annuler la date du 16, mais de fixer la nouvelle date qui était donc le 1er mars. D'accord. Et donc, vu que cette procédure ne pouvait pas être respectée, parce que la CENI avait déployé tous ces observateurs sur le terrain, je précise que même les présidents des CACV, le commissaire administratif de centralisation des votes, étaient déjà sur le terrain. La Cour constitutionnelle elle-même avait déployé tous ses observateurs, les conseillers étaient déjà sur le terrain. Et donc, vu que cette procédure ne pouvait plus être respectée, et donc le président, s'il prenait un décret ce jour-là, l'illégalité allait être tellement manifeste qu'entre les deux situations d'illégal, il a préféré, de mon point de vue, c'est l'analyse que j'ai pu faire, il a préféré la moindre mal, la situation qui semblait être la moindre, pour annuler le scrutin, dans une annulation qui a de fait, je le précise encore, donc pour dire... Un report, il faut... Oui, un report.
la date du premier qui n'a plus été respectée, donc qui a été annulée à travers cette adresse à la nation, mais un report, comme je l'ai dit à l'entame, qui ne peut pas servir de fondement juridique, qui n'est pas un acte quand même qui a la même valeur que le décret. Donc, mais par contre, un décret qu'il prenait ce jour-là pour satisfaire ceux qui veulent évoquer le principe du parallélisme des formes, ce décret aussi serait dans l'illégalité manifeste. Et donc c'est vraiment tout le sens qu'il faut donner à cette gestion-là pour dire qu'on était l'un dans l'autre dans une situation de fait, donc dans l'illégalité, et pour ne pas que le décret du président soit vu dans l'illégalité manifeste et qu'il soit attaqué, et ce qui peut aboutir à son annulation, de mon point de vue, il a préféré faire une adresse à la nation pour au moins constater que le scrutin ne peut plus être tenu le 1er mars. En tout état de cause, une telle adresse à la nation, de mon point de vue, a produit a eu deux portées. La première portée, c'est qu'elle a permis au moins de sauvegarder la quiétude sociale, de l'accalmie, parce que la peur était là, ça elle était perspective. Et la deuxième portée, c'est au moins que la Guinée a évité l'isolement, vu que l'Union africaine, d'abord l'Union européenne qui avait fait qui avait pris une première résolution, l'Union africaine et même la CEDEAO, qui avait rappelé à la dernière minute les observateurs, au moins l'adresse à la nation a permis d'éviter cet isolement-là de la Guinée par rapport au continent africain et même, pourquoi pas, du monde entier. Donc, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on soit au moins dans les normes a posteriori? C'est-à-dire que est-ce que la CENI tout de même peut adresser ce que vous appelez tout à l'heure cette demande expresse à la Cour constitutionnelle qui prenne un acte, ou est-ce que c'est déjà de l'eau versée? Nous sommes dans une confusion juridique, donc on est obligé de suivre comme ça. C'était une nécessité, c'était une urgence qui n'obéirait à aucun schéma de droit. La question elle est pertinente. Quand vous analysez bien la lettre que le président de la République a adressée au président de la commission de la CEDEAO, vous trouverez dans cette lettre qu'il a indiqué que la CENI va saisir la Cour constitutionnelle à l'effet de fixer la nouvelle date. Bien. C'est qu'il est conscient que ce n'est pas lui qui doit le faire. Toute date qui sera fixée à sa seule initiative serait une illégalité. Et donc, à analyser cette lettre-là, on se rend bien compte qu'il est dans l'optique de respecter la forme, même en étant dans l'illégalité. Parce que je l'ai dit déjà, que l'adresse à la nation ne peut nullement servir de fondement pour annuler un décret. Donc ce qui veut dire que cette affaire de 2 semaines n'est pas encore claire. Non, c'est une suspicion. La CENI saisisse la Cour constitutionnelle. Absolument, pour moi, ce sont des déclarations politiques que j'appellerais même suspicion. Moi, le seul élément tangible que je puis trouver dans tout ça, c'est que dans la lettre, j'ai retrouvé qu'il est indiqué que que la CENI va saisir la Cour constitutionnelle pour fixer la nouvelle date. Cette date-là n'est pas l'apanage du président. Bien. Comme je l'ai rappelé, il y a une institution constitutionnelle qui doit organiser toutes les élections politiques et référendums. C'est à elle que revient la charge de proposer la date. Mais le fait que nous ne sommes plus dans une situation couverte par la loi, sinon la CENI aurait simplement adressé la proposition de date au président, comme ce fut le cas pour la date du 28 décembre. La CENI a directement, d'abord elle a proposé une première date qui était une première date en décembre qui n'a pas été respectée. Elle-même, elle s'est rendue compte que cette date ne pouvait pas être tenue. Elle a fait une autre proposition le 28 décembre qui a été validée par décret. Mais vu que nous sommes dans une situation où la loi ne couvre pas, la CENI ne peut plus s'adresser au président directement en lui faisant une proposition. Elle est obligée de passer par la Cour constitutionnelle qui, elle, prendra un arrêt pour constater les faits et donner donc l'autorisation, entre guillemets, et c'est cet arrêt qui peut servir de fondement juridique. C'est dans cette situation de fait que nous sommes en train maintenant donc, politiquement, de vivre. On peut dire que politiquement, si le président a voulu sauver la situation, sauver le pays de l'isolement en termes de crédibilité du scrutin qu'il voulait organiser, mais sauver aussi le pays des dégâts qui auraient pu survenir, il reviendra à la CENI maintenant d'adresser une demande à la Cour pour une date
futur. Futur, tout Peut-être à qu'il ne fait. serait pas forcément dans 2 semaines. Non, pas du tout. C'est pas une évidence que ça soit dans une semaine. Et d'ailleurs, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je ne souhaiterais d'ailleurs pas que l'on se mette à fixer une nouvelle date. Il faut d'abord s'assurer de la que les problèmes sont. Voilà, que les problèmes soient d'abord cernés. Bien. Comme cela a été annoncé, les experts de la CEDEAO seront là pour encore revoir le fichier électoral. Bien. De mon point de vue, si j'étais amené à donner un conseil, c'est d'abord de s'assurer que le travail est bien faisable, ou que les éléments d'abord sont bien cernés, et qu'on soit rassuré, tout au moins que les aspects techniques sont cernés, sont bien cernés, Bien. et par la suite on fixe une date. C'est qu'il ne faut pas que le problème, que la date précède l'analyse des faits. Bien. Il faut d'abord analyser la situation, se faire une très bonne compréhension sur la situation et ensuite fixer la date, ce qui peut nous permettre d'être dans un délai raisonnable. Toute date fixée avant cette analyse-là, ma foi, nous amènerait dans la même situation de risque. Bien. Et il faut vraiment éviter que nous soyons de report en report, ce qui d'ailleurs n'est pas honorable pour la décision du président. En parlant justement de ces problèmes à régler, nous allons les aborder dans la deuxième partie de cette émission après avoir analysé la sortie du président de la République, donc reportant ce scrutin, la portée juridique de cette adresse qui donc vient d'être donnée par notre invité. On se retrouve juste après quelques secondes dans la seconde partie de Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée à la situation de crise que traverse notre pays, vous le savez. Évidemment, au cœur de tout ça, la sortie inattendue du chef de l'État justement le vendredi pour donc reporter le double scrutin initialement prévu hier dimanche. L'analyse juridique d'abord de cette adresse à la nation, vous venez de la comprendre avec notre invité du jour, M. Mamadi Troua Kaba. C'est donc, on va dire, illégal, c'est infondé que sur cette base-là, on puisse entrevoir le report de ces scrutins. Il faudra donc que la CENI saisisse la Cour constitutionnelle pour justement que celle-là prenne un acte afin qu'une nouvelle date soit fixée. Est-ce que cette procédure sera donc observée a posteriori, après la sortie du président? C'est la question, et ça c'est à voir bien entendu dans les jours à venir. Mais d'ici là, c'est qu'on doit s'attendre à ce que les experts de la CEDEAO, de l'Union africaine, viennent pour une fois encore prospecter le fichier électoral, plus précisément les 2000 et quelques personnes à problème. Alors, Monsieur Mamadi Troua Kaba, je rappelle que vous êtes juriste et professeur de droit ici à l'Université libre de Guinée. Vous avez été le président du comité d'audit de ce fichier. Maintenant, on va parler du fichier. Parce que si le président a accepté de reporter, c'est parce que les gens ont porté des doutes sérieux sur ce fichier-là. D'abord, l'Union européenne s'est retirée, et pardon, l'OIF s'est retirée, oui. Et puis la CEDEAO et l'Union africaine, eux tous aussi portent des doutes sur le contenu de ce fichier qui est source de problème. Oui. Alors, vous avez été président du comité d'audit, et tout a commencé là. L'audit a été fait, à la suite on a fait des recommandations. Cette affaire de 2 500 000 et quelques personnes à problème dont on parle, est-ce que vous avez eu connaissance de ça au moment de l'audit? Et qu'est-ce que vos recommandations disaient de ces 2 millions et quelques de personnes? Encore une fois, merci. Et vous permettrez que je fasse un petit rappel sur le contexte dans lequel l'audit même a lieu. Il faut dire que c'est à l'occasion des accords politiques interguinéens du 12 octobre 2016 que l'audit a été exigé. Et parce que l'un des points de l'accord, justement, imposait qu'il faut obligatoirement auditer le fichier électoral avant toute élection nationale. Il y a eu un consensus entre les acteurs politiques que les seules élections qui pouvaient se faire sur la base du fichier actuel, donc du fichier avant la révision qui vient de s'achever là, c'était les élections communales passées. Et donc les deux autres élections nationales, les législatives et la présidentielle, qu'il fallait d'abord faire un audit complet du fichier électoral avant d'aller à ces scrutins. Donc ça, c'était un point de l'accord politique interguinéen du 12 octobre 2016. Et c'est suite à ça que le comité technique d'audit a été mis en place. Comme vous l'avez rappelé, j'ai eu l'honneur de présider ce comité d'audit. Il faut dire que l'Union européenne a pris part à cet audit-là. C'est que
j'ai dit l'Union européenne, tout à fait, évidemment. qui avait un représentant dans le comité technique. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, avait un représentant, le PNUD avait un représentant, la CENI avait 2 représentants, le ministère de l'administration du territoire avait un représentant, la société civile avait un représentant qui présidait, et les 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale avaient chacun un expert dans le comité technique. Plus maintenant ces membres-là, les 7 experts internationaux qui ont été mis à disposition, dont 4 par l'OIF et les 3 autres par le PNUD de l'Union européenne. Alors, il faut dire que l'audit a été complet. Il a porté sur tous les aspects. Du fichier. Non seulement du fichier, mais aussi la CENI, comment je vais appeler ça, le fichier, en fait, l'audit, là où le fichier... Le site central. Le site central, c'est le mot. Merci beaucoup, merci. Le site central. L'audit a porté sur le site central. C'est-à-dire que les questions de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce site central soit dans les normes internationales, dans les standards internationaux? Toutes ces questions-là ont été examinées au cours de l'audit. Mais l'audit ne s'est pas limité là. Il y a encore le code électoral qui a été bien examiné pour relever toutes les faiblesses du code électoral par rapport au fichier électoral. Il y a notamment la question de radiation qui malheureusement ne fait pas l'objet d'un détail véritable dans le code électoral. Ça, cette question a été soulevée. Il y a notamment la question même de la biométrie. Quand vous prenez le code électoral, le seul élément de la biométrie qui est indiqué, c'est la photo numérisée. Les empreintes digitales ne sont pas prévues dans le code électoral. Donc toutes ces questions ont été soulevées. Bref, l'audit, les chiffres que je peux énoncer ici avec exactitude, c'est que l'audit a révélé un nombre d'électeurs de 1 564 388 électeurs qui n'ont pas de données biométriques. 1 564 388 électeurs qui n'ont pas de données biométriques. Il y a aussi un nombre de 315 405 électeurs dont les données biométriques manquent. Ça, ce sont des chiffres qui peuvent être vérifiés par toute personne désireuse de contrôler. Et quand vous allez à la page 29 du rapport final de l'audit, vous trouverez ces statistiques-là. Bien. Mais l'audit ne s'est pas seulement limité à ça. Il y a la question des doublons qui a été évoquée. Dont l'audit n'a pas pu déterminer la proportion de doublons. D'accord. C'est qu'il n'a pas été possible de déterminer la proportion de doublons qui se trouvent dans le fichier électoral. Ce qui a été attesté et révélé, c'est que le système AFIS ne permettait pas de bloquer les enregistrements multiples. D'accord. C'est que, en principe, lorsqu'un électeur est enregistré une fois et qu'il revient une deuxième fois pour être enregistré, la machine devrait pouvoir bloquer. C'est que le système devrait être conçu de sorte qu'un enregistrement multiple ne soit pas possible. Mais le système AFIS, tel qu'il avait été conçu, signalait à l'opérateur de saisie que tel électeur est déjà enrôlé. Mais ne peut pas rejeter. Mais justement, exactement, l'opérateur de saisie pouvait passer outre ce signal donné par la machine. Donc l'audit n'a pas pu déterminer la proportion réelle de doublons dans le fichier électoral. Il y a aussi la question des mineurs qui a été soulevée. Donc il a été difficile pour l'équipe d'audit de déterminer cette question-là. Parce que c'est vrai, on peut faire on peut passer par le dédoublonnage facial ou par empreinte pour contrôler les cas de doublons. Mais pour les mineurs, il est difficile. Parce que les documents qui ont servi pour faire l'enrôlement, ces documents-là n'ont pas été retrouvés. Et c'est pourquoi l'une des recommandations, c'est de numériser ces documents qui ont servi pour faire l'enrôlement, les scanner pour les garder. Et comme ça, lorsqu'il y a des doutes sur des doutes d'enrôlement des mineurs, on peut se référer à ces documents pour savoir quand l'électeur s'enrôlait, à quel âge il avait à cette époque-là. Mais malheureusement, cette question n'était pas possible. L'équipe d'audit ne pouvait pas revenir à cette question. Il y a aussi la question des électeurs enrôlés le même jour, un 1er janvier et un 1er juillet. Il y a une grande proportion d'électeurs
qui sont enrôlés le même jour, plutôt qui sont nés le même jour, je m'excuse, qui sont nés le même jour, un 1er janvier et un 1er juillet, qui aussi faisaient l'objet de suspicion. Au regard de toutes ces imperfections, de toutes ces anomalies, l'audit a recommandé, et ce fut la toute première recommandation forte, que chaque électeur doit passer devant la machine pour soit compléter ses données si elles sont manquantes, ces données biométriques, ou de procéder à un nouvel enrôlement. Mais les électeurs qui existent déjà dans la base, dans le fichier électoral, leur passage devant la machine devient la condition de leur maintien dans le fichier électoral. C'est ce que l'audit a recommandé. Les électeurs qui sont déjà dans la base, leur passage devant la machine doit être la condition de leur maintien dans le fichier électoral. Ça c'est dit. Que leurs données soient complètes ou incomplètes dans la base, ils doivent tout passer. Tous les électeurs dans la base devraient passer devant la machine et que cela soit la condition du maintien dans le fichier électoral. Bien. Je le dis et j'insiste parce que pour avoir été président du comité, je suis à même de dire, d'établir la véracité des faits. Ça, c'est la toute première recommandation forte. Par contre, il faut relever un aspect. C'est le problème lié au code électoral lui-même. Et c'est pourquoi dans la recommandation, la révision du code électoral sur beaucoup de dispositions faisait partie. Des recommandations de l'audit. Il faut faire un toilettage du code électoral. L'article 19 du code électoral dit quoi? Que les listes électorales sont permanentes. Et donc, du coup, quand vous faites un parallèle entre la recommandation forte de l'audit et l'une des dispositions du code électoral, il y a conflit. Il y a conflit. Le rapport d'audit dit que chaque électeur doit passer devant la machine et que cela soit la condition de son maintien dans le fichier. C'est que tout électeur qui ne passe pas doit être extirpé. Alors que le code dit, que si vous êtes déjà dedans, vous y êtes permanemment. Et que la radiation, c'est que pour que vous soyez extirpé, pour que vous soyez radié du fichier électoral, il faut que cela se fasse sous présentation des pièces justificatives. C'est ce que le code électoral dit. Donc il fallait changer le code. Donc du coup, ça je le dis parce que je suis juriste. J'ai été président du comité d'audit. Je dois dire les faits tels qu'ils se sont produits pendant l'audit. C'est que dit le rapport d'audit. Mais en tant que juriste aussi, je suis à même de donner la lecture de la loi électorale, ce qu'elle dit par rapport au fichier électoral, et à chacun donc de faire une compréhension sur le conflit qui oppose la recommandation de l'audit à une disposition légale. Je rappelle encore que l'article 19 du code électoral indique que les listes électorales sont permanentes et que pour une radiation, il faut suivre une procédure et que cette radiation ne peut se faire que sur présentation des pièces justificatives. Cela m'amène à dire quoi? Qu'il était de la responsabilité de la CENI de faire une communication. Cette communication, c'était d'abord de faire une meilleure vulgarisation du contenu du rapport d'audit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire pour que le rapport arrive à tous ceux qui en ont droit. Ça, j'ai pris cette responsabilité sur moi. Mais ce qui devrait être fait par après, c'est que ce rapport-là devrait connaître une véritable vulgarisation, qu'il soit connu de tous. Mais au même moment, que la CENI explique à l'opinion nationale, parce que c'est elle qui non seulement établit le fichier électoral, mais qui procède à sa révision. C'est l'une de ses compétences. C'est la CENI qui établit le fichier électoral et qui révise le fichier électoral. En dehors de l'organisation des élections politiques et référendums, c'est elle qui établit le fichier électoral. Donc elle devrait être à mesure de mieux communiquer pour dire, nous avons un rapport d'audit qui dit ceci, nous avons la loi qui dit une autre qui dit autre chose. Et entre les deux, il y a conflit. Mais pourtant, on dit il paraît que, justement, puisque vous avez recommandé que le code électoral change pour qu'elle s'adapte aux recommandations et que la loi devait aller à l'Assemblée, mais entre-temps, les députés ne se seraient pas entendus. Est-ce que cette phase-là a existé ou pas? Oui, mais c'est justement la question. Pour changer le code électoral. Oui, donc, en ce moment-là, est-ce que c'est la faute de la CENI ou est-ce que c'est la faute des politiques? Non, ce n'est plus la faute. Mais là où la responsabilité de la CENI peut être engagée, aujourd'hui, c'est elle qui est décriée. Parce qu'elle a fait l'option, elle a fait le choix. Le choix qu'elle a opté, c'est le respect de la loi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons tous? Que la CENI a fait fi des recommandations de l'audit. C'est ce qui est dit. Mais par contre, quand vous demandez la CENI, elle dira non, je ne respecte que respecter la loi. La loi dit que les listes
électorales sont permanentes. Donc nous ne pouvons pas radier une personne de la liste si il n'y a pas eu de présentation des pièces justificatives. Alors que le rapport d'audit dit que toute personne qui ne passe pas devant la machine doit être expulsée, doit être annulée, doit être radiée. Donc c'est ce qui a fait l'objet du directeur de l'OIF, ayant constaté que après l'enrôlement, après tout, il constate qu'il y a au moins 2 millions et quelques dans le fichier, 2 millions et quelques de personnes dans le fichier, que la CENI n'a pas enlevé. Par contre, ce que je voulais dire pour terminer, si la CENI avait communiqué sur ça, elle serait aujourd'hui bien cernée, comprise par l'opinion pour dire que voici le choix qu'elle a opéré et en lieu et place de l'audit, elle a opté pour le respect de la loi. Maintenant, le retrait de l'OIF, ça c'est, de mon point de vue, c'est une décision qui est personnelle. En tout état de cause, le fichier électoral est très sensible. On ne peut pas aller à une élection si on n'a pas un minimum de consensus sur le fichier électoral. C'est le registre des électeurs. Donc les 2 millions et quelques personnes dont on parle, dont l'OIF parle, là, selon vous, peut-être que vos chiffres, si on comptabilise tous vos chiffres, les 1 500 000 et quelques, les 300 000, 315 000 et tout, peut-être que ça c'est ce qui ferait les 2 millions et quelques. Oui, sûrement, il y a eu une compilation de toutes les anomalies pour arriver à 2 400 000 électeurs. Sûrement, ce calcul se cumule qui a amené à ce chiffre-là. Mais ce que j'ai pu dire, il y a vraiment des statistiques qui existent et qui naturellement devraient connaître une révision. Mais malheureusement, la CENI est allée dans le sens du respect de la loi pour dire, parce que Madame la directrice du département fichier l'a dit, que nous ne pouvons pas radier quelqu'un si nous n'avons pas eu de pièces justificatives. Et ça, c'est pour dire qu'ils sont allés sur le respect de la loi, alors qu'il y a un rapport d'audit qui recommande que le passage de chaque électeur devant la machine est une exigence et que si vous ne venez pas devant la machine, vous devez être radié. C'est là où je dis que la CENI devrait véritablement communiquer pour au moins qu'elle ne soit pas rendue pour responsable de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'encore une fois, la loi et l'accord ou tout autre accord, ma foi, aucun conflit ne peut exister entre les deux. Alors, puisque le président a reporté le processus, des experts doivent venir, j'imagine que même l'OIF pourrait revenir pour que tout le monde se penche sur cette affaire de 2 millions et quelques personnes problématiques. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait pour que nous soyons dans les normes? Est-ce que quand ces gens-là viendront, que c'est eux-mêmes, ils verront que ces 2 millions et quelques de personnes sont problématiques? Maintenant, comment les extirper? Ça veut dire qu'il faut revenir au format que vous avez décrit tout à l'heure, qu'on change la loi avant de les enlever, ou est-ce qu'on peut les enlever à l'État par voie de jurisprudence sans qu'on change la loi, tout simplement? Vous savez, nous sommes dans une situation... Pendant ce temps, les députés ne sont pas à l'Assemblée. Oui, nous sommes dans une situation inédite, une situation de crise. Bien. Et je veux quand même rappeler que l'objectif ultime du droit, c'est la paix. Tout ce qui peut nous amener à la paix, c'est ce qui vise la loi. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut un consensus. En pareille situation, il faut un consensus. Il faut même d'abord éviter que la CENI soit devant une situation de fait. Il faut l'adhésion de la CENI. Parce qu'il faut quand même qu'on évite, en voulant résoudre un problème, qu'on en crée un autre. Il faut éviter ça. Pour la CENI, elle a fait un travail. Et maintenant, on dit non, ce travail-là, il faut d'abord qu'il soit certifié par d'autres experts. Ça peut nous amener à une autre situation. Et je veux dire que la CENI, de frustration, la CENI est une institution constitutionnelle. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, ce qui peut être fait aujourd'hui, de mon point de vue, c'est de trouver un consensus. C'est vrai que le fichier électoral à entendre seulement le nombre d'électeurs du fichier, on s'aperçoit qu'il y a un problème. 7 millions et quelques électeurs sur 12 millions, on peut présumer, par présomption, on peut vraiment s'attendre à des problèmes dans le fichier. Sauf que les 12 millions ne peuvent pas forcément être la réalité, je veux dire, démographique du pays. On peut être à plus de 13 millions. C'est ce que dit aussi le président de la CENI, qui pense que les 7 millions et quelques reflètent réellement la démographie du pays. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Et c'est pourquoi justement, il faut qu'il y ait un consensus. Pour ne pas que la CENI soit vraiment réduite à sa plus petite expression, que son caractère institution nationale. Donc pour vous, ce consensus-là, impliquant et la CENI et les experts qui viennent et les partis politiques qui contestent le fichier, doit aller dans le sens de s'entendre qu'on enlève ces 2 millions et quelques de personnes problématiques. Absolument. Ça permet d'avoir un fichier
où on a un minimum de consensus, Bien. même si le consensus n'est pas total, mais qu'il y ait un minimum de consensus. Comme je l'ai dit, Bien. pour quand même une élection, il y a 3 paramètres. Le premier, c'est d'abord le fichier, le corps électoral, Bien. le cadre juridique et l'organisation. Bien. L'organisation, tant qu'il y a une substitution autour de lui, il y a problème. Bien. Tant que la loi n'est pas bien claire pour une élection, il y a problème. Tant que le fichier aussi, il a sa crédibilité et sa transparence est remise en cause, il faut dire qu'il y a problème. Bien. Donc vivement qu'il y ait un consensus sur le nombre d'abord d'électeurs. Ces électeurs à problème là, qu'il y ait un consensus autour pour que nous allions à une élection. Mais est-ce qu'il peut y avoir consensus si déjà la sortie du président qui donc demande le report et à ce que les gens viennent revoir le fichier, dans cette sortie il dit que seulement ceux qui sont concernés, c'est ceux-là qui sont en lice pour ces élections. Ça veut dire que ceux-là qui sont retirés du processus, ça veut dire que si on doit avoir un cadre de débat autour de ce fichier, il ne va pas accepter qu'on les associe, c'est-à-dire les partis comme l'UFDG, comme l'UFR et bien d'autres qui ne sont pas dans le processus. En ce moment, est-ce qu'il y aura consensus? Non, vous savez, M. Ouri, ça c'est une déclaration. La déclaration, elle vient du président, mais c'est une déclaration politique. Bien. C'est une déclaration politique. Ce qui est évident, ce n'est pas la volonté du président pour dire qui doit être dans le processus, qui ne doit pas l'être, c'est la loi. Mais le consensus voudra qu'ils soient tous là. Oui, absolument. Ça, c'est une gestion autour. Le fichier là ne va pas servir seulement que pour les législatives ou pour le référendum. C'est pour aussi d'autres enjeux, d'autres scrutins. Notamment la présidentielle. Donc, ce qui, de mon point de vue, sur la question que vous posez là, il y aura une question d'interprétation. Est-ce que le retour des autres dans le processus électoral est possible ou pas? Cela fera l'objet d'une interprétation. Mais une déclaration politique faite par le président de la République ne peut non plus pas être prise comme, disons, un absolu en soi. Bien. Tout reste à voir ce qui va être fait en termes d'interprétation, parce que la limite, ou plutôt le délai de dépôt de candidature est dépassé il y a très longtemps, mais il y a aussi plusieurs reports. Ces dépôts de candidature, c'était pour le 28 décembre. Et on n'est plus dans ce cadre-là. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui devraient être cernés pour donner une interprétation qui s'imposera à tous. Voilà. Ce n'est qu'une première, on va dire, analyse de la situation. On reviendra là-dessus dans le temps. Merci, Monsieur Kaba, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro, en ce début de semaine. On se retrouve demain avec un autre numéro et un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.